Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes à Lyon ce soir devant l'Hôtel-Dieu où passa Nostradamus. Nous en parlerons dans cette émission. C'est la brasserie Le République qui nous reçoit. Vous voyez, il y a du vent, les chaises tombent, donc je vais rentrer. C'est plus sage pour un débat concernant l'astrologie, astrologie, science ou superstition. Alors pourquoi cette question ? Parce que, on le sait, l'astrologie, c'est ce qui existait avant qu'existe l'astronomie comme science. Exactement comme l'alchimie existait avant que la chimie ne devienne scientifique. Alors maintenant, elles coexistent les unes et les autres. Les astrologues se targuent d'une scientificité que leur dénie, les astronomes ou les astrophysiciens. Certains scientifiques ne sont pas insensibles aux sirènes de l'astrologie. Nous en aurons un exemple sur ce plateau. Et puis les astrologues eux-mêmes sont divisés en écoles, en sensibilités. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec des témoignages, des échanges et puis évidemment des reportages. Alors, au fur et à mesure de l'émission, vous apprendrez à découvrir nos invités et puis aussi tous ceux qui veulent nous rejoindre, puisque vous le savez, le principe de cette émission est une prise directe de parole. Je vais commencer par un confrère, c'est Gérard Miller, que vous connaissez je vais commencer par lui, parce que vous le voyez tous les dimanches chez Michel Drucker, assassiner avec une cruauté sadique et souriante les hommes politiques qui viennent à Vivement Dimanche. Et surtout, je voudrais demander à Gérard Miller pourquoi il vient de sortir un livre sur l'astrologie qui est très ironique dans son propos et qui pourtant est salué par certains astrologues comme étant finalement pas si loufoque que ça. J'avais fait beaucoup de débats avec des astrologues ou avec des partisans de l'astrologie, des débats rationnels, comme on va peut-être un petit peu en avoir ce soir, et je me suis aperçu que ça servait à rien. Du coup, j'ai préféré utiliser l'humour et j'ai préféré montrer que quelqu'un qui, comme moi, n'y croit pas une seconde est capable de faire aussi bien, sinon mieux. Et manifestement, ça a l'air de marcher puisque les gens me disent c'est incroyable, je me reconnais dans les signes que vous décrivez. Alors je le dis clairement, vous savez, comme Brecht dans son théâtre, au moment où vous pleurez à mer courage, Brecht faisait passer une petite étiquette sur un panneau porté par un comédien. Attention, c'est du théâtre. Et donc, moi, j'ai essayé dans ce livre, au moment où les gens disent c'est incroyable, ça fonctionne, de leur dire mais attention, ça n'est que du pipeau. Je ne sais pas si c'est plus efficace que la rationalité, mais en tout cas, c'était plus drôle pour moi. Richard Pellard, il est là. J'ai lu un article de vous, très critique, hein, qui dit psychanalyse caviar contre l'astrologie. Voilà, c'est exactement ça. Vous l'avez encore pas lu, Gérard? Si, je lui ai fait lire avant l'émission. D'accord, c'est très bien. Oui, ce bouquin, je me demande combien de temps vous l'avez écrit, d'ailleurs, tellement c'est vite fait. Il y a 3 fois rien dedans. Des fois, c'est rigolo, je dois dire. Hein. Mais le propos est parfaitement stupide, parce que vous parlez que des 12 signes du zodiaque. Et d'ailleurs, vous avez demandé à François Hardy sa collaboration pour le faire, je le sais. Hein. Vous parlez que des 12 signes du zodiaque, et vous prétendez que chacun peut se reconnaître dans n'importe lequel des traits des 12 signes du zodiaque. Alors qu'un astrologue sérieux et compétent utilise toutes les planètes, hein, par exemple, et j'ai calculé que ça fait, grosso modo, en hiérarchisant les planètes, ça fait 3 800 000 combinaisons à peu près. Vous vous en tenez à 12, vous ridiculisez l'astrologie, vous ridiculisez vous-même en ne gardant que le plus gros, les 12 signes du zodiaque. Non mais, enfin, je vais pas prendre sa défense confraternelle, mais est-ce qu'il ridiculise plus l'astrologie que les horoscopes qu'on lit tous les matins? Ah mais il ridiculise tout, la psychanalyse, lui-même, les horoscopes, tout. Hein, enfin, dis donc, c'est du ridicule total. Hein, ouais. C'est la totale, Gérard, une réponse? On aime bien se voir tous les deux. Monsieur le responsable d'une revue d'astrologie, si j'ai bien compris, quand vous voyez les horoscopes qu'on a dans les journaux, parce que la plupart des gens, ils vont pas voir les astrologues, ils regardent les horoscopes. Mais j'écris pas d'horoscope, moi. Où on vous dit simplement, entre telle date et telle date, voilà ce qui va vous arriver. Quand vous savez, par exemple, que Mitterrand a la même date de naissance, exactement la même que Michel Galabru, que Jacques Dutronc, par exemple, le compagnon de Françoise Hardy, est né le même jour que Saddam Hussein. Vous apercevez la supercherie qu'il y a à présenter aux gens leur avenir, leur personnalité à partir de leur date de naissance. Alors les astrologues vous disent oui mais attention, nous prenons plein d'autres critères. N'empêche que quand on lit ça dans les journaux qui le font, on voit bien qu'ils se basent sur des données très sommaires. Et c'est vrai que l'astrologie, c'est souvent comme la psychologie, c'est particulièrement bateau. Gérard Miller, c'est vous qui êtes très sommaire, parce qu'il y a peut-être une chose que Françoise Hardy vous a dit et que vous n'avez pas entendu, c'est que 2 personnes nées le même jour ne sont pas nécessairement nées à la même heure et n'auront donc pas ce que vous appelez le même horoscope, hein, et que 2, les conditions sociales, économiques, culturelles, etc. comptent pour modifier les paramètres astro. Vous, dans votre petit bouquin, vous vous en tapez complètement. Vous faites une dénonciation primaire et bestiale de l'astrologie. Votre bouquin est stupide. Et anti-scientifique en plus. Mais vu que la psychanalyse est une fausse science, ça se comprend. Alors vous êtes astrologue conditionnaliste, hein, c'est-à-dire que voilà. Vous vous différenciez d'autres courants d'astrologie dans une sorte de plus grande modestie quant à la valeur prédictive des choses.
Entre autres, mais c'est pas du tout l'essentiel en soi. Hein. L'essentiel, c'est de dire que l'astrologie n'est qu'un conditionnement parmi d'autres, parmi les conditionnements sexuels, génétiques, culturels, sociaux, économiques, etc. Il y a des astrologues de gauche aussi. Hein. Il y a même des imbéciles de gauche, vous absolument, oui, mais ça j'en connais un. Donc ça n'est qu'un conditionnement parmi d'autres. Hein. Et ce qui vous veut n'en dire connaissez qu'un allez-y. Code imbécile de gauche, non, oui, c'est ça. Et que, pour comprendre l'être humain, il faut prendre en compte tous les conditionnements et pas seulement le conditionnement céleste. Il faut comprendre aussi dans quel milieu familial a été éduqué. Quelqu'un né au lever de Mars ne sera pas pareil s'il est né dans un milieu de brigands ou dans un milieu du 16e ou de gauche caviar, par exemple. Philippe Zarka. C'est un martien, lui. Hein. Philippe Zarka, je vous remercie d'être là. Vous êtes astronome à l'Observatoire Paris-Meudon. Et j'ai lu, alors, par le net, un gros dossier que vous avez consacré à l'astrologie, que je ne peux pas résumer parce qu'il y a toute une partie extrêmement technique de réfutation, alors là, pour le coup, très rationnelle et très scientifique, des bases, finalement, d'observation qui servent, enfin, d'observation entre guillemets, qui servent de soubassement théorique à l'astrologie. Et après, il y a toute une réflexion que vous faites sur que doivent faire des scientifiques comme nous face à ces débats, et notamment face aux débats télévisés. Et vous dites qu'il faut plutôt y aller, et on sait qu'on y est plutôt perdant, parce qu'il n'y a rien de moins sexy et de moins médiatiquement facile à expliquer que la démarche scientifique, mais il faut y aller en essayant de quand même faire passer le message que la science et l'astrologie, c'est pas du tout la même chose. Ben, vous voyez, je suis là ce soir, j'ai essayé d'être sexy moi-même, c'est pour ça, même si le discours non mais vous ne l'est donnez pas même trop. des petits conseils à vos collègues. Je sais pas si je serais soyez capable de les souriants suivre. pour pas montrer l'image d'un savant austère. Je ne sais pas si je serais capable de les suivre, mais effectivement, dans cet article, le point de vue qu'on a essayé d'analyser et de défendre, c'est simplement le fait que l'astrologie n'est pas une science et n'est pas scientifique. L'astrologie comme pratique de salon et disons ludique, bon, moi j'y vois aucun inconvénient. Par contre, à partir du moment où on la prétend scientifique, là j'ai quelque chose à dire, ce qu'on a dit dans l'article et dont on parlera peut-être, enfin, on a conclu qu'elle n'était pas scientifique. À partir du moment où on l'utilise ensuite pour des fins mercantiles ou d'exploitation, là ça devient absolument monstrueux. Alors, dans ce que vient de dire monsieur, on pourra discuter de ce qu'est la science, absolument. Dans ce que vient de dire monsieur, je note quelque chose quand même. Il a dit, oui, quelqu'un qui est né dans le signe de Mars, ou je ne sais quoi, s'il est né chez des brigands dans le 16e, il n'aura pas la même destinée. Certes, mais alors quel est le poids de la naissance et de l'horoscope là-dedans et de l'astrologie? Si on met tout sur l'environnement, évidemment, il n'y a plus d'astrologie là-dedans. Il ne faut pas trop se contredire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots, en quoi un scientifique comme vous, quels sont les arguments, et il faut forcément les simplifier, les synthétiser, qui permettent de disqualifier l'astrologie dans ses prétentions scientifiques, en laissant ouvert le fait que ça peut être une croyance, un savoir, une thérapie, Oui, tout à fait, ça peut être beaucoup de choses. Bon, évidemment, c'est pas possible de résumer en 2 minutes, mais disons que, très rapidement, rien dans les connaissances scientifiques actuelles, théoriques, absolument rien, ne peut donner le moindre début de commencement d'explication à l'astrologie, qui pourtant est très vieille. Quand on voit les progrès qu'on a fait en astronomie, par exemple, on devrait être inquiet pour l'astrologie. Et le deuxième point... Vous voulez dire que la science, par crise, par remise en cause, voilà, avance sans cesse, sans arrêt, on pourra donner des exemples. Reste plutôt figée. C'est ce que je pense en tout cas, et ce qu'on voit. Et le deuxième point, c'est que évidemment, on ne peut pas prétendre qu'on ne trouvera jamais d'explication scientifique pour l'astrologie, évidemment. Mais, par contre, on peut essayer de la tester, malheureusement, par le biais des statistiques, qui sont, comme chacun sait, difficiles à interpréter et puis très, très difficiles à comprendre pour le commun des mortels. Ceci dit, dans l'article qu'on a écrit avec François Birot, on relève les conditions qu'il faut à une étude statistique pour être valable, et on décrit et commente la seule expérience, à notre sens, qui respecte ces conditions et qui est négative et sans appel. Elle testait l'astrologie de naissance, c'est-à-dire la capacité de l'astrologie à prédire les profils psychologiques des gens. Et c'était un échec total, et il y avait des panels d'astrologues qui ont contrôlé l'expérience, donné leur accord, et subi un fiasco. Attendez, je continue avec lui parce que ce débat est en écho avec un autre qu'on a amené d'ailleurs dans Prise Directe il y a quelques semaines, entre médecine traditionnelle et médecine douce ou parallèle ou comme on voudra. Bon. Et dans ce débat-là, quand on dit par exemple aux médecins homéopathes qu'un certain nombre de protocoles scientifiques rendent tout à fait suspect l'efficacité d'un médicament homéopathique, ils répondent oui mais
la médecine traditionnelle est jugée partie parce que ces protocoles ne peuvent pas s'adapter à la spécificité de l'homéopathie. Est-ce que vous ne pensez pas que les astrologues ici présents vont vous répondre la même chose, à savoir vos protocoles ne correspondent pas à la singularité de l'approche astrologique? Je réfute complètement ça, parce qu'à partir du moment où l'astrologie se prétend être une science, il faut absolument qu'elle accepte ces protocoles, qu'elle a discuté d'ailleurs dans le cas de l'exemple qu'on cite, qu'elle a discuté et accepté préalablement. Et d'ailleurs, dans l'expérience qui a été menée, les astrologues essayaient de faire des prédictions pour lesquelles ils se seraient satisfaits de 50% de chances de succès, ce qui était très très faible. En fait, ils en ont obtenu ce que prévoyait le hasard, c'est-à-dire 30%. Mais vous imaginez si quand on lance une sonde spatiale, par exemple, on se contentait de 50% de chances de succès, dans quel état on serait, quoi? Daniel Kuhn, vous êtes astrophysicien. Je voudrais savoir pourquoi l'astrophysique. Moi, je suis fasciné par ce que je comprends de l'astrophysique, c'est-à-dire très honnêtement pas grand-chose, mais je pense à des conversations que j'ai eues avec votre confrère Luminet, par exemple, et c'est vrai que quand il essaye d'expliquer ou de vulgariser sa théorie des trous noirs et tout, il y a quelque chose d'absolument fascinant. Comment ça se fait que l'astrophysique fasse moins facilement rêver, alors qu'il y a tous les éléments pour que l'astrologie? Mais je pense qu'elle fait rêver énormément. Il y a énormément de gens qui s'intéressent au ciel, à l'astronomie. À preuve d'ailleurs toutes les émissions sur l'astronomie, les ouvrages qui sont publiés, les livres qui se vendent. Je crois qu'il y a La Nuit des Étoiles, grand succès du service public. Par exemple, c'est vrai. Et lors de conférences données par les astronomes, les gens viennent. Bon, je crois que d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le ciel apporte une dose de merveilleux tout à fait extraordinaire. Et en même temps, certaines personnes qui s'intéressent à ce merveilleux-là, eh bien, ces personnes-là parfois on recourt justement à l'astrologie. Je crois qu'il s'agit de deux types de merveilleux, deux types d'imaginaires différents. Suzelle, oui, vous voulez répondre? Oui, je veux vraiment répondre. Hein. Alors l'expérience que vous mentionniez, monsieur, hein, oui. Je la connais en détail. Hein. Ça a été fait avec n'importe quel astrologue. Et il faut savoir, je suis navré de le dire parce que je suis moi-même astrologue, hein, que 80% des astrologues sont des ignares et des qui connaissent rien. Ouais, mais alors on n'est pas sorti d'auberge là. Je le dis, hein, voilà, je le dis. Hein, et que si vous faites des tests sur ces gens-là, automatiquement vous obtiendrez des résultats aberrants. D'accord, hein. Vous pouvez pas prétendre que sur 28 astrologues dans le panel de contrôle, ils étaient tous ignares. 80%, il en reste quand même à peu près 6 qui sont statistiquement très probable. C'est statistiquement très probable. Oui, mais alors d'accord. Bon, et maintenant je voudrais dire quelque chose à monsieur Kuhn, hein, qui a écrit un bouquin là récemment qui s'appelle Astrologie. Peut-on penser l'astrologie, science ou voyance, voilà, hein. Voyance, oui, et je trouve votre démarche parfaitement anti-scientifique. Alors je vous explique ce que ce monsieur a fait. Vous n'auriez pas un petit côté d'honneur de leçon? Non, mais parce que paf. Écoutez, monsieur Phil, vous avez le droit, mais... Monsieur Phil, qu'est-ce que c'est que la démarche scientifique? C'est d'observer les faits, de répéter des expériences très longtemps, jusqu'au moment où on peut commencer à se dire, tiens, il y a une loi cachée derrière les phénomènes. Ce monsieur a été voir une astrologue particulièrement hallucinée. C'est faux ce que vous venez de dire. Dans votre bouquin, on n'en voit qu'une. Hein. Non, c'est faux ce que vous venez de dire. Non, ce que vous venez de dire juste avant, répéter des expériences, c'est absolument qui est chercheur au CNRS. La physique progresse notamment par la théorie qui fait des prédictions qu'on va ensuite vérifier par des expériences. Et c'est ça qui lui donne sa validité la plus grande. Attendez. Ce n'est pas de répéter des expériences ad écœurement. Vous avez raison aussi. Néanmoins, M. Kuhn a jugé l'astrologie uniquement à partir d'une seule expérience qui est anti-scientifique. Je me permets de parler de mon livre, si vous voulez bien. Oui. Je n'ai pas voulu juger de l'astrologie sur une expérience. Cette expérience était une expérience personnelle et nous l'avons communiquée. Ce livre, puisque c'est quand même un savant et un psy qui se mettent finalement dans l'épreuve d'une conversation et d'un dialogue avec une astrologue. Absolument. Il m'a beaucoup intéressé personnellement. Et donc cette expérience est livrée telle que c'est une expérience humaine, personnelle, subjective forcément. Alors la différence quand même entre... Évidemment, on aurait pu choisir 10 astrologues ou 20 astrologues. Il y aurait toujours quelqu'un, ou 100 ou 1000, et il y aurait eu quelqu'un dont vous pour nous dire qu'ils n'étaient pas représentatifs. Bon, contrairement à ce qui se passe d'ailleurs lorsque l'on interroge un astronome sur Mars ou sur Vénus, parce qu'en général, vous avez toujours la même réponse. C'est ça la différence qu'il y a entre science exacte et astrologie. La science exacte est objective et indépendante du sujet qu'elle étudie. Donc chacun donne à peu près la même réponse, qu'on soit grec, que ce soit la couleur politique ou le cœur de peau, on donne le même sens
à l'objet qu'on étudie. Alors qu'en ce qui concerne l'astrologie, c'est pas vrai. On sait bien qu'il y a des écoles d'astrologie différentes, des modes de pensée différentes, des méthodes différentes. Et il y a par exemple l'astrologie tropicaliste, sidéraliste, karmique, conditionnaliste, biocosmologique, etc. J'en passe. Et ça c'est le problème même avec l'astrologie, c'est qu'on ne peut jamais rien prouver, ni pour ni contre. C'est-à-dire que quand vous avez les... Qu'est-ce qu'on peut prouver? Non mais ne répondez pas à une critique par une critique. L'astrologie... Attendez, les psys, ce sera pour le mois prochain. Voilà. C'est l'émission de début d'année de prise directe en janvier. Lorsqu'on invite 10, 20, 30 astrologues, ils nous expliquent toujours que c'est pas les bons. Lorsqu'on fait des preuves scientifiques, parce que depuis des années, comme vous le disiez très justement, l'astrologie, on a essayé de la tester, de vérifier, mais dans des dizaines d'universités, pas seulement vous, partout, jamais rien n'a été prouvé. Donc il y a un moment donné, il faut peut-être tirer des conclusions, que c'est une discipline comme une autre, sans doute un amusement, mais ne prétendez pas le moins du monde que vous touchez la vérité. C'est pas offensant de votre part. À la télévision, la plupart du temps, on n'atteint pas la vérité. Pourquoi voulez-vous dans votre discipline que vous atteigniez la vérité alors que plein d'autres n'y arrivent pas? Vous n'avez pas étudié. Suzanne Fuseau-Bray, j'ai envie de votre témoignage parce qu'il est très intéressant. Vous êtes biologiste, vous avez donc une formation scientifique tout à fait réelle et vous avez été petit à petit gagné. Alors bon, vous étiez spécialiste de la biologie de l'insecte, je crois. Hein. Ah oui, plus large que ça. Plus large que ça. Mais enfin bon, en tout cas, pas de physique ou d'astrophysique. Mais en tout cas, vous êtes habitué à des protocoles scientifiques, à la démarche scientifique. Et petit à petit, dans votre parcours, vous vous êtes laissé gagner, séduire, mais n'y voyez aucun sens péjoratif, par l'astrologie dont votre combat est d'essayer de lui donner une base scientifique ou rationnelle. Non, je n'ai pas été séduite progressivement. J'ai été extrêmement sceptique jusqu'à 1970. Je suis docteur d'État et sciences, j'étais directeur de recherche au CNRS, donc ce sont mes collègues directs, M. Zarka, M. Kuhn, ce sont mes chers collègues, donc je pense que nous pouvons avoir un échange intéressant et fructueux. Sauf qu'eux s'occupent du ciel, ce qui n'était pas vraiment votre spécialité. En ce qui concerne la méthode scientifique, nous avons la même méthode et les mêmes démarches. Alors je peux dire tout de même directement à M. Zarka et à M. Miller qu'ils se trompent énormément. Je n'ai pas découvert progressivement l'astrologie. J'étais en mission à Londres, pour la petite histoire, ça peut amuser quelqu'un. J'étais en mission à Londres complètement sceptique pour la construction d'un centre de biologie au Kenya. Et entre deux sessions, je représentais le CNRS là-bas, entre deux sessions, je suis allé mettre quelques pennés dans le premier ordinateur astrologique de la rue d'Oxford. Et à mon grand étonnement, j'ai trouvé une dizaine de textes de ma famille, de moi, de mes enfants, etc., qui n'étaient pas du tout bidons, qui étaient partiellement vrais. Il y avait des choses tout à fait exactes. Et c'était non pas un astrologue qui pouvait avoir de l'intuition, du flair, etc. C'était une machine bête et programmée qui donc m'a interrogé. Je me suis dit, il faut que je regarde, que je sache. Avant de juger l'astrologie, je dois la connaître. Car je reproche à tous mes collègues, dont M. Zarka et M. Miller, qui est journaliste d'ailleurs, qui n'est pas un collègue. Qui est psychanalyste et maître de conférences de sciences politiques, donc voilà. C'est un demi-collègue quand même. C'est un collègue quand même. C'est sciences molles. Voilà. Eh bien, je le reproche de ne pas apprendre l'astrologie, de ne pas la saisir, de ne pas la connaître avant de la juger. Est-ce qu'on peut C'est très important. Bien sûr. Je voudrais quand même répondre à ça, malgré... Attendez, on va pas commencer, hein. Enfin, si vous voulez. Malgré toutes les... Oui, allez-y, applaudissez. Malgré toutes les réticences que François Biraud et moi-même, qui avons écrit cet article, avions pour l'astrologie, on s'y est quand même intéressé un minimum pour savoir de quoi on parlait. Alors évidemment, on ne peut pas y consacrer notre vie. On peut pas y consacrer notre vie, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et on fait de l'astronomie, ou de la science, ou de l'astrologie, ou autre chose. On peut faire plusieurs choses, mais pas un nombre infini. Mais à ce moment-là, on ne juge pas, monsieur. On peut juger sur les domaines qui recouvrent le nôtre. Quand l'astrologie se prétend une science, la science a quand même une unité, et à partir du moment où on a une formation scientifique, on a quand même la capacité, une grille d'analyse qui permet un peu d'analyser les choses. Moi, quand vous me dites une machine m'a dit des choses dont certaines étaient vraies, dont certaines étaient fausses, j'ai commencé à me poser des questions. Je commence à m'inquiéter. Madame, ce que j'ai du mal à comprendre, et je m'adresse à vous justement parce que vous avez une formation scientifique, c'est que Gérard Miller sait à quoi je vais faire référence, entre autres. Un philosophe comme Michel Foucault avait proposé une distinction entre les sciences et les savoirs. Il disait qu'il y avait des savoirs qui n'étaient pas scientifiques et qui avaient néanmoins une vraie validité, soit sociale, soit politique. Pourquoi cette obstination de l'astrologie à vouloir se revendiquer comme science alors qu'elle pourrait paisiblement se dire un savoir
comme bien d'autres qui ne prétendent pas être une science. L'astrologie n'est pas encore une science. Pour le moment, nous l'explorons. Et j'ai créé un groupe qui s'appelle le RAMS. R-A-M-S, ça veut dire recherche astrologique par des méthodes scientifiques. Et ce groupe fonctionne, il y a des médecins, des informaticiens, enfin de très nombreuses équipes qui fonctionnent et qui publient un cahier d'expérience, je dis bien expérience, originale chaque année. Et que donc il faut connaître, il faut juger, il faut découvrir. J'ai aussi publié un certain nombre d'expériences. Et je sais, je voudrais dire 2 mots pour finir, sur l'expérience à laquelle M. Zarka a fait allusion. Eh bien, cette expérience a été faite par un physicien. Un physicien. Et pas du tout. Mais c'est pas grave. Mais c'est si, pas une maladie. grave. Si, c'est grave. Parce qu'il a fait une expérience que moi j'ai analysée dans mon que sais-je, qui date de 1989. Alors je crois que vous auriez dû la lire. Car enfin, je montrais que cette expérience était absolument nulle. Et le professeur A5, qui est très célèbre, qui faisait vraiment autorité dans sa discipline, professeur de psychologie, a montré que cette expérience était nulle. Mais est-ce que vous pouvez admettre, madame, madame, ce qui pour vous, madame, a fait pour la première fois révélation, c'est que cette machine vous a dit, vous nous l'avez expliqué, des choses sur vous qui vous semblaient vraies. Mais puisque je suis psychanalyste, peut-être pouvez-vous accepter l'idée que la plupart d'entre nous, nous sommes très au flou avec ce que nous sommes vraiment. J'ai fait l'expérience très souvent de parler à des gens, de leur dire exactement la même chose, pour vérifier, et ils ont eu le sentiment que c'était bien d'eux que je parlais. Donc quand vous êtes reconnu dans ces quelques propos, est-ce que vous ne pouvez pas admettre que plein d'autres gens se seraient reconnus? Et qu'il y a justement dans la psychologie humaine quelque chose d'assez flou, d'assez labile, d'assez mobile, d'assez changeant, pour que dès le moment où on nous parle de nous, on nous dit c'est de vous dont il s'agit, nous avons le sentiment en effet que c'est bien ça. Il y a un vrai trouble dans ce qu'est notre identité. C'est ça dans la psychanalyse. C'est une belle question qu'il pose, parce que c'est une bonne question. C'est une question qui donnerait sa légitimité à l'astrologie sans la déconsidérer. Je réponds que tout de même, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Non, mais alors, je reviens à l'état de l'astrologie actuelle. C'est pas une science, vous dites. Ça n'est pas une science. Alors, à quelles conditions le sera-t-elle? Elle le devient si on développe l'affaire, si on lève les tabous. Si on commence à considérer qu'il y a quelque chose à étudier. Car nos collègues là nous disent ça n'est pas une science, elle ne sera jamais scientifique. Qu'ils nous le démontrent. On n'a jamais dit ça. Démontrez-le. On n'a jamais dit ça. Et ce n'est pas à nous de démontrer que ce n'est pas une science. C'est à vous de démontrer que c'en est une. Eh bien, je suis en train de le démontrer avec le Moi, je voudrais bien donner un exemple. Allez-y. Un exemple qui va illustrer la différence quand même dans la démarche. En ce qui concerne l'astrologie, prenons Mars. Mars est un exemple qui sépare énormément les astrologues des astronomes. Pour les astrologues, Mars, ça a été, il y a déjà 2000 ans, les anciens se sont aperçus que Mars était une petite tache rouge. Alors ils ont fait un lien symbolique suivant. Mars, rouge, rouge, sang, combat, guerre, mort. Voilà. Donc on part de Mars, on arrive à mort. C'est un lien symbolique, ce sont des symboles que l'on manie. Pour l'astronome, Mars c'est rouge aussi, bien sûr, parce qu'il voit la même chose. Ceci dit, rouge ça évoque quoi? Ça évoque peut-être le fer oxydé, on vérifie, on lance une sonde, on voit qu'il y a du fer. Si le fer est oxydé, par quoi? Par l'eau. Alors s'il y a l'eau, comme sur la Terre, peut-être la vie. Donc on arrive de Mars à vie. Une direction complètement opposée. Dans un premier cas, vous avez un lien symbolique qui est basé sur l'affect, sur le symbole, et dans l'autre, c'est vraiment une loi de cause à effet qu'on cherche à vérifier. On a une théorie, et ensuite on envoie des sondes, on vérifie. Si ça marche pas, même chose sur Vénus, à l'inverse, hein, puisque Vénus amour, alors que c'est sans doute le lieu le plus infernal qui soit. Voilà, le chlore, des tempêtes, on va sulfurer. Disons que l'astrologie a peut-être eu de la chance, mais monsieur, vous parlez de Mars, vous ne pouvez pas en parler en astrologie sans connaître les travaux des Gros-Clin, qui ont montré que... Ah, écoutez, c'est quand même très scientifique ce qu'ils ont fait. Et ça a été répliqué récemment par des savants allemands, des universitaires, qui s'appellent le professeur Hertel, en particulier, qui publie encore en ce moment, et qui a confirmé complètement que la planète Mars se lève ou culmine, ou se couche. C'est extrêmement difficile. On ne peut pas rentrer dans un débat concernant les études dites statistiques. Est-ce que je peux vous demander votre signe astrologique, madame? Est-ce que ça n'est pas un secret que vous pouvez nous confier votre signe astrologique? Quel est-il? Ah, écoutez, là, voilà déjà une preuve que vous ne connaissez pas l'astrologie, Non, monsieur. je vous pose une question. Parce que, non, je réponds de façon compétente, excusez-moi. Quand vous me demandez mon signe, vous me demandez mon signe solaire. J'ai le soleil en Capricorne. Mais ça n'est pas suffisant pour me caractériser. Il faut voir tout le reste. Je peux vous décrire mon thème, mais là, la soirée va y passer. Bon,
Non. Non, et puis vous ferez ça en tête à tête tous les deux après l'émission. Alors, moi, je voudrais finir avec Juste une... dire, Michel Fil, que ça, c'est typique du Capricorne, ce que vient de dire madame. Je dois dire que... Attendez, là on sourit, on va revenir tout à l'heure, on va continuer ce débat. Mais il y a quelque chose qui ajoute à ce débat scientificité, non-scientificité, c'est l'usage social de l'astrologie. Alors il peut être souriant, comme les horoscopes qu'on lit tous les matins, et on en parlera d'ailleurs avec une chroniqueuse de magazine qui nous expliquera comment elle les produit, comment elle les écrit. Ça peut aussi avoir des conséquences un petit peu plus graves, ou en tout cas problématiques, et c'est l'objet de ce premier reportage. Une grande maison de couture, sélectionne jusque dans les postes de travail les compétences de son personnel en fonction justement de leur signe astrologique, et ça pose vraiment problème. C'est aberrant que d'entendre je n'engage pas de noirs, j'engage pas de femmes, et d'un certain point de vue là le débat devient plus dramatique, et est-ce que là c'est pas une des conséquences perverses au moins d'un certain usage de l'astrologie, Édouard Collot. Édouard Collot, donc je suis psychiatre, psychanalyste. Et effectivement, je voudrais dire que l'astrologie, ça fonctionne pour moi comme une religion. C'est une croyance, on y croit, on n'y croit pas. Et dans le travail qu'on a fait avec Daniel, on a essayé de savoir, au fond, si malgré tout dans l'astrologie, il y avait quelque chose qui pouvait fonctionner. Bon, ça c'est une chose que je voulais dire. Alors, ceci dit, moi j'ai un certain nombre de patients qui viennent parce qu'ils ont été traumatisés par des astrologies prédictives où on leur a annoncé des catastrophes dans leur vie. Catastrophes qui ont créé de véritables traumatismes. Annonce de catastrophes. Annonce de catastrophes parce que dans leur thème, il y avait telle position planétaire à tel moment. Et cette annonce de catastrophe a créé chez eux un traumatisme qui les a amenés à amputer une partie de leur vie, soit professionnellement, soit affectivement. Donc ça peut être dangereux. En tout cas, il peut y avoir des dégâts psychologiques. C'est dangereux parce que c'est dogmatique, donc c'est totalitaire, c'est un système déterministe. Donc il n'y a plus de libre arbitre, donc vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous allez consulter l'astrologue et vous êtes soumis à des règles qui sont des règles édictées par les étoiles, par les planètes. Et par conséquent, vous n'avez plus aucune façon de vous en sortir. Et donc vous devenez dépendant de ce système. Parce qu'il n'y a que l'astrologue qui peut vous renseigner sur votre avenir. Vous êtes dépossédé de vous-même. Madame, un témoignage, je crois. Oui. Madame Delcos, Marie Delcos, j'ai envie de vous faire parler. Marie Delclos, astrologue. Mais je vous pardonne d'avoir écorché votre nom. Oui, c'est pas grave. Moi, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, pour moi, l'astrologie n'est pas une science, bien sûr, mais un art traditionnel, qui est très ancien. Art traditionnel, c'est-à-dire qui est basé sur un système de symboles et des raisonnements analogiques qui n'ont rien à voir avec la science, évidemment, pour le moment. Mais par contre, ce qui me paraît très étonnant... Ça, vous êtes d'accord avec les scientifiques de ce côté-là? Oui, déjà, un raisonnement analogique, c'est contradictoire avec un raisonnement scientifique. Ça n'a rien à voir avec la science, c'est un art traditionnel qui nous vient de la très haute antiquité. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on dit toujours pourquoi moi j'ai écrit mon livre, c'est parce que j'ai entendu dire que l'astrologie était née dans un système extrêmement primaire, les étoiles engluées dans une espèce de coupole, la Terre était fixe, etc. J'ai voulu en avoir le cœur net, et pas du tout, c'est exactement le contraire. Les anciens qui ont inventé, entre guillemets, l'astrologie l'avaient intégrée dans un système grandiose avec des données spatio-temporelles qui sont quasiment les mêmes que les nôtres. Ensuite, il y avait des cycles cosmiques absolument géants. Il pensait à la profondeur du ciel. Il disait de ne pas confondre la partie symbolique avec la partie réelle, que les étoiles n'étaient pas du tout à la même distance, que toutes les étoiles tourbillonnaient les unes sur les autres, qu'il y avait des systèmes planétaires et que les terres toupillonnaient, c'est-à-dire qu'ils connaissaient le système de la précession des équinoxes. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, plus on va vers la partie moderne, moins on sait quelque chose. Il semblerait, bien que ça soit pour le moment un art traditionnel, que dans la haute antiquité, comme le disent les anciens, c'est-à-dire que c'est une science d'avant le déluge qui était transmise oralement et qui a été posée par écrit au moment de l'écriture. Et donc il semblerait qu'à une époque, il y a eu des connaissances perdues. Par exemple, je vais vous dire un truc extraordinaire, il parle des étoiles plus ou moins lumineuses, mais des étoiles qui sont tellement sombres que c'est comme des puits dans lesquels on tomberait. Bon, c'est quand même formidable. Mais les penseurs de l'Antiquité, Anaximandre, Ptolémée, Aristote, enfin vous parlez à un agrégé de philosophie qui a enseigné ça pendant plusieurs années,
c'était à la fois un système de croyance et une science en train de s'établir. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un divorce total entre l'astrologie telle qu'elle est pratiquée, toutes tendances confondues, et la science telle qu'elle est établie, alors qu'à l'époque, en effet, le noyau était commun. Donc ça devrait vous interroger. Oui, mais je pense qu'on a perdu les clés. Par exemple, Manilius disait à l'époque du Christ, ce sont des lois cachées. Et que l'expérience nous démontre la réalité de la chose, mais les lois sont cachées. Autrement dit, à l'époque de Manilius, il y a 2000 ans, on les avait perdues. Les Grecs ne les avaient pas. Mais par contre, on a l'impression que c'est une science perdue, je vous dis. Et alors, pourquoi on en est à la redécouverte. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'un art traditionnel. Peut-être que la science, un jour, va pouvoir expliquer quelque chose, mais c'est pas demain la veille, parce que pour le moment, ça n'a strictement rien à voir. Monsieur, vous... Oui, allez-y. Charvet, helléniste, oui. Je voudrais simplement revenir un tout petit peu sur le débat parce que je suis sidéré d'entendre cette querelle, car pour Ptolémée, l'astrologie était tout simplement un art, un savoir conjectural, et à aucun moment il n'en a fait une science. Mais parce que la définition de la science aussi dans la Grèce antique ne correspond pas à la définition de la science qu'on a depuis le XVIIe siècle. Est-ce qu'on peut dire juste un petit mot sur ce que vient de dire madame? Là, c'est typiquement, vous nous avez, on a eu un conseil d'être clair au début de cette émission, et on vient typiquement d'entendre un discours d'astrologue avec des symboles géants, un savoir perdu, des puits profonds. C'est vraiment typiquement le discours obscur qui veut en mettre plein la vue et plein les oreilles aux gens qui entendent ça pour faire croire que c'est profond scientifique. Mais je veux dire que de mon point de vue, j'ai bien écouté ce que madame a dit, c'est totalement creux, ça n'a absolument rien de scientifique, ça ne recouvre rien. Alors évidemment, on peut se lancer. Attendez, de toute façon, la scientificité d'un argument se conclut pas non plus à l'applaudimètre. Hein. Si vous n'avez pas de culture, c'est pas de ma faute. Si vous n'avez pas relu les anciens, ça c'est votre problème. Moi, je suis perplexe devant une science qui aurait été... Relisez la cosmologie Jaina, par exemple. Moi, je voudrais savoir ce que veut dire une science révélée. Parce que quand on voit les moyens qui sont mis à nos services aujourd'hui, et déjà depuis quelques centaines d'années, depuis Galilée, la science consacre des moyens colossaux pour essayer de percer des mystères de l'univers qui sont difficiles. Effectivement, ils sont cachés. Le ciel est très codé. Il livre ses secrets avec parcimonie. Et alors là, on entend quelque chose qui semble nous dire que sans moyens, parce que finalement, les hommes n'avaient à leur disposition que des yeux, on est tous à égalité devant le ciel, sans moyens, on aurait eu comme ça une connaissance presque totale de l'ensemble de l'univers. Moi, ça me paraît extraordinaire. Je n'arrive pas à comprendre comment vous faites. Moi, ce que je raconte, c'est ce qui est écrit sur les tablettes mésopotamiennes. Mais si... Ah oui, alors vous, avec vos accélérateurs de particules, vous pouvez aller vous rhabiller, c'est ça l'idée. Ce sont les anciens qui ont dit que c'était une science d'avant le déluge. C'est pas moi qui le dis, ce sont les anciens qui le disent. Tablette du 2e millénaire avant notre ère. Je suis désolé. Monsieur, si, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire qu'il faut surtout pas confondre les sciences objectives, les sciences de la nature, avec les sciences subjectives, les sciences humaines. Ça me paraît fondamental, parce que nous, dans le travail qu'on a essayé de faire avec Daniel, on a essayé de montrer que dans la consultation d'astrologie, qui n'est pas le tabloïd qu'on va lire, il y a parfois quelque chose qui s'appelle l'intuition. Or, l'intuition, c'est quelque chose en tant que psy qui nous intéresse, parce que parfois, il y a des gens qui ont de l'intuition et on ne sait pas ce que c'est. Et ça, dans les sciences humaines, on ne s'y intéresse pas et c'est fort Oui, mais dommage. parce que le rapport à gourou de l'astrologue que madame décrivait, il pourrait être aussi, et c'est arrivé, un rapport à un psy quelconque. C'est-à-dire que il y a quelque chose de fondamentalement différent chez le psy, c'est que chez un psy, en principe, on vient se désaliéner de quelque chose, d'un conflit, d'une névrose infantile. En principe. En principe, parce que la psychologie repose sur la subjectivité, sur réattribuer à la personne son authenticité et son discours. Tandis que chez l'astrologue, il y a un présupposé qui est déterministe. Et c'est là la grosse différence, c'est qu'on applique une règle. Alors, ergoter sur les mots, une science. L'astrologie, c'est un savoir qui est à la portée de tout le monde, à condition, évidemment, de se procurer les bons livres et à condition de savoir les lire et de les comprendre de la façon correcte. Donc, c'est un savoir. Interpréter le ciel de la naissance de quelqu'un, ça relève à la fois de ce savoir, donc de la connaissance acquise de certaines bases d'interprétation solides, valables, et puis en même temps du don. Il faut quand même avoir un petit don, je ne sais pas, une intuition ou un don de déduction particulièrement poussé pour être capable d'interpréter quelque chose comme ça. C'est pas facile.
Prévision, prédiction, il y a une nuance qui est très importante. Prévision, c'est donner une idée d'un climat. Et puis à partir de là, éventuellement, si on se laisse aller, supputer sur la base d'autres informations que les informations strictement astrologiques, à quel type d'événement, à quel type de circonstances cela peut éventuellement correspondre. Mais ça ne permet jamais d'affirmer quoi que ce soit. Par exemple, quand Elisabeth Tessier ou Paco Rabanne sur la base d'une configuration effectivement très dissonante qui avait lieu dans le système solaire au mois d'août 1999, se sont permis de passer de la prévision à la prédiction. Alors la prévision, c'était qu'il y avait un climat très heurté à ce moment-là, qu'il pouvait y avoir des phénomènes climatiques, par exemple, entre autres, un petit peu difficiles. Eh bien, ils sont passés à la prédiction, c'est-à-dire qu'ils ont prédit qu'il y aurait des catastrophes très précises qui se produiraient à tel endroit, etc. Et là, on se plante la plupart du temps, parce que l'astrologie ne permet en aucun cas de dire des choses pareilles. Autant les gens qui font les horoscopes des journaux que ceux qui les lisent savent qu'il s'agit strictement d'un divertissement et que ça n'est absolument pas sérieux. On n'a pas besoin de l'astrologie pour vivre. Il ne faut surtout pas essayer de convaincre les gens qui n'ont pas envie de croire à l'astrologie d'y croire. C'est un éclairage qui peut être très utile pour ceux qui y sont réceptifs, mais c'est un éclairage qui n'est pas indispensable. Bon, voilà, Monsieur Jourdal, vous vouliez parler. Vous m'avez fait le reproche de ne pas avoir du tout parlé et de laisser trop la parole aux scientifiques et pas, aux astrophysiciens et aux astronomes et pas assez aux astrologues. Alors, à vous. Non, et je voudrais même ne pas prendre la parole. Ah bah non. S'il vous plaît, et la passer à des gens qui sont des professionnels, qui exercent pendant toute l'année, qui ont ici leurs consultants, leurs élèves, et qui pourraient témoigner. Mais parlez-nous un petit peu de vous, et puis après, je vous promets que je passe la parole à madame. Je parle de moi. Eh bien, je vais parler de moi. Oh, vous savez, on aime tous un peu ça, non? Non. Bon, alors passez à madame. Pas forcément. Non, comme vous voulez. Pas forcément. Non, moi, je voudrais parler de l'astrologie. Allez-y. Moi, c'est la science qui m'a amené à l'astrologie. C'est la science. Et je comprends très difficilement que des scientifiques ne soient pas plus ouverts. Moi, la science m'a ouvert les yeux. Parce que la science m'a appris que le monde avait un commencement, que ce commencement c'était le Big Bang, et que tout est contenu dans le Big Bang. C'est-à-dire que l'univers entier s'est composé petit à petit à partir de ce Big Bang. Et que le système solaire est apparu, que le système solaire s'est composé de toutes ces planètes, et que dans ces planètes il y a eu la Terre, et que la vie est apparue sur la Terre, et que si la vie est apparue, c'est pas un personnage barbu là-haut qui l'a implanté, la vie. La vie était contenue dans l'univers. Elle est partie intégrante de l'univers. Et puis la science est allée encore plus loin. Elle nous a appris que la conscience elle-même, la conscience n'a pas été envoyée aussi par ce personnage barbu. La conscience est née de l'évolution. Petit à petit, les êtres vivants sont devenus des êtres conscients. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que tout est écrit, tout est conditionné, c'est un déroulement. Ça n'est pas un conditionnement immédiat, instantané, c'est un conditionnement dans le temps. Si nous sommes là aussi, nous sommes le résultat de cette évolution. Nous sommes tous de la poussière d'étoiles. Qui peut devoir quelque chose au hasard, disent les scientifiques. Mais ce qui se passe chez les scientifiques, c'est qu'à partir du moment où ils ont constaté qu'ils étaient intelligents, et Dieu sait s'ils le sont, ils se sont dit, nous n'appartenons plus à l'univers. Nous sommes là, nous nous détachons et nous regardons l'univers et nous l'analysons. Nous ne sommes pas partie prenante. C'est même la définition de base de la démarche scientifique, d'essayer d'établir l'objectivité de loi. Alors, je ne vais pas vous embarquer dans la querelle sur la non-séparabilité, personne ne comprendrait et ça serait oiseux. Mais ce que l'on peut dire quand même, c'est que des scientifiques devraient reconnaître une chose importante, fondamentale, c'est que l'homme est consubstantiel au cosmos. Il est consubstantiel. Il n'est pas détachable. Et il n'y a pas de raison que ce qui se passe dans l'ensemble du cosmos, et pour nous astrologues, ce qui se passe dans le système solaire,
puisque nous regardons essentiellement le système solaire, n'est pas un rapport quelconque, une corrélation avec ce qui se passe sur la Terre, avec la vie terrestre. L'astrologie ne dit rien d'autre. Et elle essaye de découvrir cette corrélation entre ce système, ces corps qui sont dans le ciel, et puis ce qui se passe sur la Terre, y compris notre propre personnalité. Alors évidemment, il ne faut pas rester dans les choses simplistes. Une courte réponse et madame. Non, madame, j'ai promis, je tiens ma parole. Mais déjà... Une vraiment très courte réponse. Vous avez raconté au début de votre intervention très bien l'histoire de l'univers établie par les astronomes. Et puis, à partir de ça, vous avez dit, c'est donc que c'est écrit quelque part. Et là, je m'excuse, mais c'est votre opinion. Donc vous partez de faits scientifiques et hop, vous dérapez. Et puis, personne n'a jamais dit chez les scientifiques qu'il n'y a pas de lien entre les hommes et l'univers. Personne n'a dit ça. Par exemple, l'astronomie a montré que les atomes et les molécules dont nous sommes formés ont été formés au cœur des étoiles de première génération de notre galaxie. Donc personne n'a jamais dit ça, on est de la poussière d'étoiles. Donc vous mélangez absolument tout. Vous avez dit des choses vraies et après, hop, vous dérapez. Attendez, madame. Enfin, peut-être que moi je mélange tout, mais vous comprenez rien. Madame. Ah ben allez-y. 22 ans, astrologue depuis 22 ans et professeur d'astrologie à l'école d'astrologie de Lyon. Il y a une école depuis 19 ans ici à Lyon. Je voulais absolument pas rentrer dans la polémique, dans la mesure où ici, il y a en effet 5% de représentants contre, 5% de représentants pour. Et qu'est-ce qu'on fait des 90% qui sont intéressés par l'astrologie et qui ont envie de savoir ce que c'est et qui ne veulent pas savoir ce que ça n'est pas, parce qu'on se charge bien de dénoncer en effet l'astrologie à toute occasion. Hein. Les exemples qu'on a eus, en effet, on peut les donner aussi. Moi, j'ai eu des consultants qui étaient donc très très ennuyés aussi de certaines situations, d'avoir consulté des psychologues, etc. Et donc, l'application en tout cas de l'astrologie, l'interprétation, le fait d'aborder un thème est une démarche tout à fait intéressante, plus qu'intéressante. Elle n'a rien à voir avec la naïveté dont Gérard Miller a voulu bien parler, parce que je regrette, mais je n'ai pas affaire qu'à des gens naïfs. Les problèmes, en effet, de pouvoir, ce sont des problèmes réels dont nous avons conscience, nous. Nous savons que quand nous interprétons un thème, nous avons des problèmes de pouvoir, de projection, d'identification et de séduction. Donc tout ça, on essaye justement, et moi j'essaie de former des personnes. Je fais une démarche personnelle puisque je suis en train de faire psycho, parce que je pense qu'en effet, il faut l'astrologie est une connaissance humaine, il faut pouvoir la faire passer. Et je crois que dès qu'on aborde l'astrologie, non pas en étant contre, ni en étant pour, parce que j'entends autant d'âneries, je sais pas, par les défenseurs de l'astrologie, parce que souvent ils veulent en effet prouver que l'astrologie est scientifique. Non, mais l'approche contradictoire, c'est aussi une façon d'avancer et puis de poser des débats. Voyez, donc je pense que les gens peuvent apprendre des choses dans ces confrontations. Oui, mais qui me disait justement qu'il fallait confronter tout ça. Et moi j'étais très très sceptique au départ. Donc j'ai passé beaucoup de temps avant de dire à quelqu'un, je vais vous parler de votre thème, vous savez si ça. Non, j'écoutais, j'essayais, au contraire. Et ce sont les patients qui m'ont appris l'astrologie. Même. Vous dites les patients Non, c'est intéressant. Est-ce que vous voyez pas ou est-ce que... Michel Field, est-ce que vous ne voyez pas que le problème d'un débat comme celui-là, qui n'est pas le premier, c'est qu'il y a des gens qui veulent croire, quels que soient les arguments que vous donniez. Quand par exemple quelqu'un a peur en avion, vous pouvez toujours lui expliquer par A plus B que la voiture est infiniment plus sûre, il aura peur en avion. Donc il y a tout un domaine infiniment plus dangereux. Il aura Arrêtez toujours avec peur. vos lapsus de part et d'autre, parce qu'on s'y reconnaît. Non. Allez-y. Donc, si vous voulez, là, le problème, c'est qu'on voit bien que la science qui a progressé ne mord en rien sur la croyance. Vous pouvez toujours expliquer par A plus B des choses. Les gens ont envie qu'on leur parle d'eux. Monsieur dit, nous sommes en liaison avec le cosmos. Mais de là que le cosmos puisse expliquer que vous soyez téméraire, courageux, ou que l'employeur que nous avons vu tout à l'heure puisse nous expliquer... Que l'astrologie n'est pas une croyance, n'est pas de la voyance non plus. C'est un savoir qui s'acquiert et qui est très facile et qu'il faut apprendre avant de juger. Oui, et mais je répète... Ce monsieur se pose la question de quelle influence ça a de vouloir dire un bout d'avenir ou un bout de prédétermination à quelqu'un. Il faut bien préciser qu'il y a deux volets à l'astrologie. Il y a la personnalité, la détection de la personnalité.
c'est-à-dire la typologie du caractère, et il y a également les prévisions. Ce sont deux volets complètement séparés. Moi, j'ai travaillé sur la première. Sur le premier Et vous volet. laissez tomber la deuxième? Dans mon équipe, dans le groupe du RAMS, il y a des gens qui travaillent sur les transits et les méthodes de prévision. Il faut connaître tout ça. Il ne faut pas nier. Il faut surtout distinguer l'astrologie de la voyance. Et là, je veux dire une chose. À mon avis, on est actuellement dans l'état où la génétique était il y a un siècle. Vous savez, Mendel comptait ses petits pois. Il n'avait aucune idée de la façon dont se transmettaient les caractères lisses ou ridés des graines de petits pois qu'il voyait. Aujourd'hui, nous faisons des statistiques et il y a des résultats tout à fait probants. Donc on serait à l'aube d'une scientificité de l'astrologie. Eh bien, pour expliquer les lois de Mendel, il a fallu 100 ans. Il a fallu 100 ans pour avoir les premiers prix Nobel et maintenant comprendre... Mais l'astrologie, vous disiez tout à l'heure qu'elle avait 3000 ans. Donc je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Tout à l'heure, on l'a entendu. C'est pas moi qui l'ai dit. L'astrologie s'est modernisée, elle a acquis beaucoup de choses. Ce n'est pas un savoir mort, ni entériné, ni archaïque. C'est une chose qui acquiert constamment des progrès. Mais bien sûr, oui, j'aurais simplement voulu ajouter à propos de cette fatalité, enfin, et là je vais reciter Ptolémée qui pour moi vraiment quand même reste la Bible, eh bien cette fatalité, on est en train de montrer déjà grâce à des découvertes archéologiques, en particulier un temple, un naos qui a été trouvé dans la baie de Canope, qu'il n'y avait pas de fatalité dans l'astrologie égyptienne, pas plus que dans l'astrologie évidemment chaldéenne. Donc cette prédestination dont on nous parle tout le temps, elle n'est pas présente dans l'astrologie des origines, c'est faux. Et c'est archi faux. La preuve en est que les anciens savaient faire des prières pour détourner les vœux et pour détourner les effets des astres, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de déterminisme astral. Et dans la pensée, et ce que je voudrais dire simplement, c'est que l'astrologie, moi je me situe personnellement comme quelqu'un qui s'y intéresse, eh bien je dois dire que quand des grands savants, et c'est ce que j'ai regretté dans le débat, quand des grands savants comme Ptolémée, comme Newton, comme Kepler s'y intéressent, c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'il y a là des systèmes qui s'élaborent, des pensées qui s'enrichissent, et c'est un enrichissement de l'expérience humaine, et ça c'est incontestable. Quiconque plonge dans Ptolémée ne peut pas dire le contraire. Et ne dites pas le contraire. Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui. Non, mais je trouve qu'aujourd'hui, il est mais dommage qu'il n'y ait pas de savants qui prennent le relais pour essayer de comprendre. Mais on a l'impression que vous, un petit peu comme nous, vous êtes des historiens passionnés par l'un Nostradamus, Ptolémée, mais ça n'a rien à voir avec l'usage qu'en font d'autres. C'est tout à fait normal que Kepler et Newton, à l'époque, si vous les resituez dans leur époque, nous étions dans des époques de transition, c'est tout à fait normal que ces gens-là aient à la fois été des hommes du passé et à la fois regardé dans le futur. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la pensée de Newton? C'est quand même la loi de gravitation, beaucoup plus que 90% des œuvres métaphysiques et occultistes ou alors sur la chimie qui ont été écrites. Non, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus, parce que je dirais c'est quand même ici une philosophie. Je maintiens deux choses. C'est-à-dire que, par exemple, pour Ptolémée comme pour Kepler, ce qui était le plus important dans leur œuvre, c'était finalement la théorie de l'harmonie musicale du monde, cette vision musicale du cosmos. Or, on la retrouve... Alors vous me direz c'est dépassé. Bien sûr, mais quand il a fallu renoncer au cercle pour adopter les vous parlez en scientifique, je parle moi simplement. Ils l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi la science... Oui, en poète, et je le revendique. C'est-à-dire, pourquoi voulez-vous désenchanter absolument l'univers? Enfin, je rêve devant le ciel, mais je rêve aussi devant la théorie des sphères. Alors, je rêve aussi devant la musique des sphères. Au passé, au présent et à l'actualité de l'astrologie, on va voir si l'astrologie s'accommode ou se détourne ou est au contraire détournée par les nouvelles techniques qui peuvent être mises en œuvre par l'informatique notamment. La pratique des astroflash, petit reportage. Faire une astrologie, faire votre thème. Quelle est votre date de naissance? 29/7/71. C'est parti. Ce que l'on propose, c'est un ensemble d'études qui vont du portrait psychologique jusqu'à des prévisions sur 4, 5, 10 ans. Ça va être quelque chose qui est complètement de l'ordre du sur-mesure et qui va permettre ensuite déjà à la personne d'interpréter par elle-même, ce qui est un grand pas. Ça va supprimer un intermédiaire, qui est donc l'astrologue dans la majorité des cas. Un astrologue, en moyenne, c'est entre 500 et 1000 francs pour une consultation qui dure 1h30, qui est faite uniquement pour vous. Enfin, nous, on ne se met pas du tout en concurrence avec l'astrologue, je tiens à le dire, puisque moi je suis astrologue et il y a d'autres gens qui le sont aussi dans cet établissement. Mais en revanche, ça va permettre un service plus direct. Voilà, mademoiselle, vous êtes Lion. Votre ascendant est Scorpion, vous le saviez déjà? Oui. Ici, vous avez l'ensemble des planètes, des positions planétaires au moment de votre naissance.
Donc on peut apprendre par exemple que votre lune était dans le signe de la balance, dans la maison 11. Bon, ce sont des données techniques qui vous sont heureusement expliquées un petit peu plus loin. L'ordinateur, il ne va rien apporter dans l'astrologie même. Il va simple parce que ça a été programmé, je vous le répète, par un astrologue. Ce qu'il va apporter, c'est la rapidité d'exécution, les données scientifiques au niveau de la base du thème natal. Donc il va amener quelque chose de complètement objectif au niveau des données. Prévision, oui, prévision. Si vous venez avec une interrogation professionnelle pour savoir si c'est un moment pour bien signer un contrat ou bien si vous cherchez du travail, nous, on va pouvoir vous donner les climats dans les prochains mois qui vont favoriser votre recherche et vos démarches, qui seront porteurs. Vous avez des gens qui passent puis qui se disent tiens, c'est quoi, j'ai jamais essayé, je vais voir, etc. Puis c'est comme ça qu'on a fidélisé énormément de clients. Oui, avec plaisir. Alors, vous avez des commentaires? Je trouve que c'est un peu compliqué. Moi, j'ai du mal à comprendre parce que je capte rien du tout en astrologie. Quand on me parle de ma tenue vestimentaire ou du décor de ma maison, moi, je trouve pas ça très essentiel. Peut-être que ça peut faire partie d'un changement plus global, plus personnel. J'aurais voulu plus de détails et savoir exactement ce qui allait m'arriver. Là, j'en sais rien. Là, je lui ai fait l'année. Donc, ça vaut 240 francs. Alors, est-ce que ça vaut 240 francs, ce qui est ça? L'avenir me le dira. Je suis pas convaincue. Une réaction à ce reportage, Rémi Vallée. L'astroflash, alors, pour l'astrologue que vous êtes, c'est... pour moi, c'est un peu l'usine, quoi. C'est l'usine et ça ne représente pas du tout l'idée que je me fais de l'astrologie. Moi, je fais l'astrologie avec Richard Pellard, je collabore à Astrologos. Et pour moi, c'est pas du tout ça. Ça peut pas être une aide, l'informatique? L'informatique, ça peut être une aide, puisqu'il y a quand même tout à côté technique pour élaborer un thème, mais l'interprétation est uniquement matière de, pas seulement de psychologie, mais de relation entre un consultant et le praticien, qui prend en compte aussi tout le background qu'il y a, quoi, l'enfance de la personne, le milieu social, etc. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'astrologie, si elle veut avoir un minimum de crédibilité, il faut qu'elle fasse abstraction de tout son fatras obscurantiste et mercantile, quoi. Tout ce symbolisme un peu moyenâgeux c'est pas qu'il faut remettre au goût du jour, mais il faut savoir aussi évoluer avec la science. L'astrologie doit évoluer, et l'astrologie, c'est pas seulement ce qu'en pense Gérard Miller. Ça peut être aussi quelque chose de très vivant et de très moderne. Monsieur Cicérone. Allez-y, devant le micro devant la bouche. Oui, je vais être aussi bref que possible. Oui, s'il vous plaît. Je pense qu'astrologie, astronomie, il faut bien s'intéresser aux astres, parce que si jamais on voit paradis, il faut savoir où on met les pieds, n'est-ce pas? Mais une fois encore, je constate que dans les débats, eh bien, il y a pratiquement autant d'astrologie que d'astrologues, et qu'en fait, le seul point commun entre eux, c'est d'être le meilleur. Alors, si je voulais dire deux petites choses, c'est que d'abord, l'astrologie n'exploite pas la crédibilité des gens, le besoin de croire, et se comprend très bien, il exploite l'ignorance. Parce que dès qu'on connaît un petit peu l'astronomie, on ne croit plus en l'astrologie. Et puis, alors, deuxième chose, parce que je vais être très bref, je donne un conseil dès demain, quand on lit les horoscopes le matin sur les journaux partout, cachez les signes et lisez l'horoscope. Il n'y en a pas un qui ne vous conviendra pas. Madame. Allez-y. Edith Planche, je suis ethnologue. J'ai réalisé un travail d'ethnologie donc sur l'astrologie. Déjà, monsieur, pour vous répondre, aucun astrologue ne croit en l'horoscope. C'est vraiment... C'est quand même pas les astrophysiciens qui les font et qui se font payer pour les horoscopes qu'on lit le matin, quand même, si. Il est possible que si, n'importe qui peut faire des horoscopes. Bon, enfin, chacun doit bouffer, hein, c'est pas une Les astrologues professionnels, c'est antinomique. Un horoscope est antinomique de l'astrologie. Donc, tous les